En fait, j'ai essayé mon premier quadruple saut à Colorado Springs en 1981. À cette époque, je pouvais déjà faire le triple axel 3 tours et demi. Carlo Fassi m'a alors dit « Plus aucun triple ne manque à ton registre, il te faut maintenant travailler sur les quadruples ». À ce moment-là, je l'ai vraiment pris pour un cinglé. Aujourd'hui, je sais qu'il avait raison. Quelle évolution depuis le début du siècle. À l'époque, le meilleur patineur mondial était celui qui tricotait le mieux avec ses pieds. Les joies de la glisse sans jamais se soucier d'un envol quelconque. Il fallait pourtant que cela change. Un entraîneur suisse en 1950 réussit à visualiser dans un rêve le geste du sauteur à ski. Le buste incliné, le centre de gravité vers l'avant, c'est la technique qu'emploieraient et qu'emploient toujours les patineurs pour sauter. Double, triple, aujourd'hui quadruple, possible car au-delà de la technique propre, on a ajouté au programme des athlètes toute une préparation physique et psychologique adaptée au saut. Alors, question, où se situent les limites de l'homme de la glace? Ce à quoi on va assister très vraisemblablement dans les 2 ou 3 ans à venir, c'est la banalisation des séquences de triple saut. On en a des exemples avec Sabovtchik, avec Fedeyev, ainsi qu'avec Voitano, à la réalisation de combinaisons de saut avec quadruple rotation et peut-être d'ici 5 ans, un phénomène sur le plan des aptitudes physiques réalisera la quadruple rotation. 5 tours, scientifiquement, le problème est simple. 1 seconde, c'est le temps maximal pendant lequel un patineur est resté dans l'espace. 22 centièmes de seconde, c'est le temps nécessaire pour effectuer une rotation. 22 multiplié par 5, le calcul est simple. L'athlète devra rester plus d'1 seconde en l'air. Dès lors, une nouvelle époque pourra débuter, mais ce n'est pas pour demain. Ce Sabovtchik. D'ailleurs, à propos de patinage, sachez qu'il y aura une réunion très importante le 19 décembre à Bercy. TF1 d'ailleurs est l'organisateur de cette soirée avec des très très grands noms, Cousins, vous vous en souvenez, Denise Billman, Norbert Ram, il y a aussi des Américaines qui viendront, Lindia Afrasian avec Babylonia Gardner, etc., etc. Bref, en temps utile, on vous dira tout sur cette réunion de Bercy le 19 décembre. Puisqu'il est question de Bercy, pour l'instant, la piste est occupée par des coureurs cyclistes. Alors tout de suite, une question à Daniel Potra, qui est au bord de la piste. Vous avez vécu avec lui ces 6 jours aujourd'hui. Est-ce que Vallet et Franck sont bien partis, c'est un peu mon avis, pour gagner ces 6 jours cyclistes, Daniel, à Bercy? Il ne reste plus que 7 tours à parcourir avant la fin de cette soirée. Et il y a 5 équipes dans le même tour, autant dire que rien n'est encore joué dans les 6 jours de Paris 1985. C'est l'équipe suisse Müller-Giesiger qui est en tête au point devant Roche Doyle. En 3e position, Vallet-Franck. Tournée de Ville de son 4e, Motet Wiggins 5e et Peinen Zoutemel que son 6e à un tour. Je ne sais pas, Jean-Michel, si Vallet-Franck vont remporter ces 6 jours de Paris comme ils avaient triomphé dans les premiers au mois de février 84. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Bernard Vallet est vraiment le chouchou du public parisien et que ce soir, nous avons assisté à une bagarre extraordinaire. Il n'y a plus que 5 tours à parcourir maintenant, 4 même, et les positions ne changeront plus. Aucune équipe ne pourra reprendre un tour. Et c'est maintenant l'équipe de Pascal Poisson et Cabestany qui a réussi à prendre une vingtaine de mètres d'avance au peloton pour ce dernier sprint de la soirée. Une soirée qui se terminera un peu plus tôt que d'habitude à 23 h. Et derrière, eh bien, le peloton est en train d'essayer de se rapprocher. Vous allez l'apercevoir maintenant, il est emmené par Stephen Roche avec le maillot blanc, et il y a avec le maillot bleu et jaune les Suisses Müller-Giesiger, et avec le maillot habituel blanc à manches jaunes, Vallet-Franck. Stephen Roche avec son maillot blanc voudrait bien remporter avec Tony Doyle le dernier sprint pour marquer quelques points supplémentaires, mais je le répète, le classement ne sera plus changé maintenant, et à la veille de l'arrivée, il y a 5 équipes qui peuvent encore gagner: Müller-Giesiger, Roche Doyle, Vallet-Franck, Tournée de Wilde, Motet Wiggins, et le dernier sprint va être remporté par l'équipe de Pascal Poisson, Ruiz, Cabestany, qui ont une 50aine de mètres d'avance sur ceux qui arrivent maintenant, c'est-à-dire Stephen Roche devant Thierry Barrault. Mais donc, au classement général, ce soir, 5 équipes dans le même tour, et en tête, demain, ils porteront le maillot jaune au départ de la dernière soirée, Müller et Giesiger.
Et si Bernard Vallée est la vedette de la soirée ici, alors que l'on présente... Isabelle Nicoloso et Jeannie Longo, toutes les deux championnes du monde. Et maintenant, en plus, vous détenez à vous deux 3 records du monde sur piste. Jeannie, vous avez pulvérisé le record des 5 km. C'est un exploit fantastique que vous avez réussi là. Oui, je suis assez contente. Enfin, au vu de ma préparation, c'est très satisfaisant pour moi, quoi. Disons que les records sont passés à l'ouest maintenant. Oui, c'est vrai, puisqu'ils étaient soviétiques. Ouais, ils étaient tous soviétiques. Vous regrettez quand même qu'il n'y ait pas des séjours féminins à Paris. Oui, parce qu'ils étaient prévus et bon, on a été un petit peu sur notre fin. Surtout que les 6 jours de Grenoble n'ayant pas eu lieu, on n'en a pas eu cette année, quoi. Ça fait rien, vous avez montré que vous étiez en pleine forme en ce moment, tout comme Isabelle Nicoloso qui a battu, elle, le record du monde des 500 mètres et du kilomètre départ lancé. Oui, c'est exact, j'ai battu les records qui avaient été établis il y a quelques années par des soviétiques. Et disons que c'est important pour moi parce que là on voit à l'image, ça devait être au cours du kilomètre parce que... Oui, c'était cet après-midi, en fin d'après-midi, oui. Oui, effectivement, je craignais un petit peu de rater mon kilomètre parce que j'ai pas l'habitude de faire cette distance-là et je craignais partir un petit peu trop vite et de terminer difficilement. Mais là, ça s'est à peu près bien passé. Mais un jour, je me préparais un petit peu mieux pour la distance, sur la distance du kilomètre et je pourrais améliorer de beaucoup ce record du monde. 1 minute 7 secondes et 189 centièmes. Ça fait plus d'1 seconde de différence avec le précédent record. 1 minute 7 secondes, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont capables d'en faire autant. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, vous savez, on a un petit peu l'habitude d'étonner les hommes en cyclisme parce que faut dire qu'on parle pas beaucoup de nous. Alors à chaque fois qu'on fait des performances, eh bien, on étonne les spécialistes. Voilà, on a vu le record de Jeannie Longo cet après-midi dans Sport Dimanche. On voit celui d'Isabelle Nicoloso dans Sport Dimanche soir. C'est la preuve que sur TF1, nous, on s'est intéressé à vos exploits. Et puis, un record, comment ça se prépare Isabelle, Jeannie, vous me disiez que vous les aviez préparés un peu d'une manière comme ça, pas scientifique du tout. Ah non, pas du tout, parce que j'ai pas toujours le temps de me pencher sur la question, parce que je travaille. Mais je crois que l'année prochaine, je vais mettre tous les atouts de mon côté pour préparer les records du kilomètre surtout. Alors on va voir, oui. Oui. Moi, ça a été encore pire, étant donné que j'avais absolument pas de piste. C'est-à-dire que, bon, Isabelle est allée à l'INSEP, je sais pas, 15 jours, je crois. Moi, j'ai eu 6 jours de piste. J'ai fait le maximum sur route, j'ai fait des entraînements très difficiles sur route. C'est-à-dire que tous les jours, j'étais pratiquement à fond, et donc c'est comme ça que j'ai pu me préparer. Eh bien, on va voir comment s'est préparé Philippe Boyer, qui a raté d'un rien le record du kilomètre chez les hommes. Philippe Boyer, un reportage d'Yves Geniès. Le record, c'est 1 minute d'action intense, mais pour y parvenir, il y a la préparation physique et technique. Vélo spécial, roue pleine lenticulaire, guidon, corne de vache, potence en fibre de carbone, pédalier plein, tout cela pour une meilleure pénétration dans l'air. Combinaison spéciale en polyester imprégnée d'une couche de silicone et casque profilé. Tous les ingrédients sont réunis, mais avant le rush, la préparation physique a été longue. 5 heures d'entraînement quotidien et outre le vélo, il y a les assouplissements, le stretching, les étirements. Guy Tussaud prodigue ses conseils. À 29 ans, Philippe Boyer, coureur amateur, a mis toutes les chances de son côté. Travail méthodique et surtout volonté sans faille. On connaissait les méthodes employées par les pays de l'Est. Depuis peu, on parle de la méthode Moser. En France, le cyclisme moderne a fait lui aussi un bond en avant. Bien ce que tu fais, tâche d'aller au maximum de tes axes. À la musculation, pousser maximum. Le vélo, c'est les jambes, mais il y a aussi le reste. Bien relâché, super. Voilà, tu remontes à fond. À fond, tu tiens là-haut, tu tiens, tu relâches, oui. Après la musculation, contrôle médical avec le docteur Rochard. Avant le bilan, d'évaluation des capacités de Philippe Boyer. On fait ce qu'il faut pour, hein. Cool, détends-toi, laisse-toi aller récupérer un peu. Il est en excellente condition physique et il est en train d'atteindre sa meilleure forme. Son électro est parfaitement régulier, avec aucune anomalie qui fasse craindre qu'il puisse lui arriver un accident. Et c'est heureux parce que le sport est là pour permettre de s'épanouir et non pas pour se créer un mauvais état de santé.
3 tests dynamiques sont effectués. C'est là où Philippe va aller chercher ses limites. Le premier test de sprint de coordination et puissance. Le deuxième permet de déterminer la puissance intrinsèque musculaire. Le troisième pour explorer sa VO2 max, c'est-à-dire la longévité de sa course et de son effort. Ces tests sont effectués sur une bicyclette ergométrique qui a l'avantage de doser la charge et permet de voir l'étalonnage que l'on peut faire sur ce type de travail. Je t'assure, on est à 5 secondes. Philippe, il le faut, absolument. Je t'assure, remets-en un pet de plus. Un pet. Philippe, c'est fini. Continue. Calme. Du calme. Le main en haut. Calme. Fréquence 182. Temps 1 minute 03. Calme. Philippe, alors? C'est très éprouvant. C'est un effort pratiquement au maximum. Alors disons que c'est très dur et très vite on est obligé d'aller chercher dans les ressources psychologiques et plus musculaires. Phase finale de l'entraînement et de la préparation, un record à blanc sur la piste de l'INSEP à Vincennes. Encore un mur à battre après tous ces murs que l'on a battus, les 6 mètres à la perche, les 4 minutes au mile, etc., déjà oubliés. Il y aura maintenant le 1 minute au kilomètre départ arrêté. C'est ce à quoi va s'atteler notamment Philippe Boyer. Toujours à propos de cyclisme, je propose de voir un coureur qui a peut-être enchanté une génération, ou votre jeunesse, j'allais dire, si vous avez nos âges, messieurs. C'est Guti. Il fut champion de France de cyclisme sur route et il remportait, sur les images que vous allez découvrir maintenant, un Grand Prix de Nice à l'époque où les Grands Prix de début de saison étaient des épreuves très très importantes. Et Guti était fêté par tous ses amis. Il y avait Anquetil, il y avait Lapébie, il y avait Poulidor. Bref, tous ceux qui ont su se souvenir sont venus donner un coup de main à Guti. C'était d'ailleurs sous la présidence de Henri Anglade qui avait organisé cette sympathique manifestation uniquement pour lui donner bon courage, parce que Guti a été victime d'un accident de la route très important et il est malheureusement maintenant handicapé. Alors c'était pour se souvenir qu'il avait encore des copains qu'Henri Anglade a organisé cette sympathique manifestation hier dans le Lyonnais. Guti a été un très très bon coureur à son époque et on tenait nous aussi à vous en parler ce soir. Puis j'ai oublié tout à l'heure, dans le feu de l'action, on a parlé du loto et puis du football pour débuter cette émission, de vous dire qu'on avait un invité. Vous allez le découvrir tout de suite, Monsieur Gomila, s'il vous plaît. Le voilà. Vous ne le connaissez pas? Peut-être pas, non, parce que c'est pas un sportif de haut niveau. C'est un sportif de haut niveau dans sa façon de gravir les montagnes, mais il n'a pas encore passé, je dirais, le domaine d'une popularité nationale ou internationale, comme les grands alpinistes, Reinhold Messner, etc. Mais on commence à parler de lui beaucoup en alpinisme. Il s'appelle Christophe Profit et il est spécialiste des escalades impossibles. Il va nous raconter tout ça parce que finalement, vous signez en ce moment des exploits qui sortent de l'ordinaire. D'abord les débuts, comment être venu à la montagne alors qu'on est né à Paris et qu'on a vécu toute sa vie en Normandie à Rouen. Je crois que c'est tout simple, justement le fait de ne pas habiter en montagne, d'habiter la ville. C'est très très motivant. On n'a pas de montagne devant sa fenêtre. Je connais des amis qui sont nés à Chamonix et qui, parce qu'ils sont nés là-bas, effectivement, ne sont pas forcément très motivés pour partir comme ça et se lancer dans les signes. Où est-ce que vous avez commencé? J'ai vécu toute mon enfance à Rouen, j'ai commencé sur les falaises de la Seine, et avec mes parents, donc c'est vraiment eux qui m'ont fait découvrir cette passion. Toutes les vacances scolaires, effectivement, on passait nos vacances là-bas, et chaque année, donc c'était le même besoin, comme pour les skieurs, à chaque hiver, c'est le même besoin, donc, de découvrir ce milieu qui est vraiment merveilleux. Maintenant, vous êtes installé à Chamonix? Je suis installé à Chamonix depuis 4 ans. J'ai fait mon service militaire là-bas. Depuis cette période, donc je reste tout le temps à Chamonix. Alors vous allez voir que c'est pas comme Messner, comme Bonatti, même comme Mazot, un alpiniste comme les autres, parce que lui, il ne perd pas son temps sur les pentes. Une référence, pour faire le nord de l'Eguerre, normalement, on met 2 jours. Il a fait le nord de l'Eguerre, une montagne suisse, lui, en 10 heures. Vous nous racontez, Christophe? Oui, alors bon, le fait de faire cette face nord de l'Eguerre en 10 heures, effectivement, quand on la fait couramment en cordée, ça demande à peu près 2 jours. De très bonnes cordées la font dans la journée. Pourquoi j'ai voulu la faire comme ça, à toute vitesse dans la journée? Je crois qu'avant tout, je crois pas que ce soit pour battre un record. Et bien sûr, sur certains points, c'est comparable à d'autres sports. Mais avant tout, c'est la passion. On peut parler d'alpinistes comme Bonatti de Maison qui ont vraiment une passion de la montagne. Je citerai aussi Magnon. Cette passion permet, comme sur ces images, de réaliser des performances
et non des exploits. Alors dites-moi, pour faire la phase nord de l'Eguerre, notamment en 10 heures, ou pour faire 4 sommets en une journée, comme vous l'avez déjà fait, ça veut dire être très léger, partir pratiquement sans matériel. Je crois qu'avant tout, voilà, pour faire du solo intégral, il faut donc le faire corde, et surtout avoir un sac, comme sur ces images, très léger. Là, dans ce sac, j'ai à peu près 1 kg de matériel. Si j'avais un sac de 10 kg, il serait impossible donc de me retrouver comme ça dans un solo intégral. Et pour l'Eiger, j'ai pu donc le faire comme ça en 10 heures, en étant ultra léger. J'avais juste un tout petit peu de nourriture, des vivres de course, donc qui me permettait de m'alimenter lors de l'ascension. Et je crois qu'il n'y a pas de secret, l'alpinisme... Il n'y a pas de plantée de piton non plus, il n'y a pratiquement pas de cordée. Lorsque je fais ces ascensions solo... Vous partez sur des itinéraires déjà pitonnés. Ah, il y a toujours des pitons, effectivement, si j'acceptais donc d'utiliser une corde et de le faire avec un ami, les pitons sont là pour s'assurer, je serais donc obligé de les utiliser en solo et notamment en solo intégral. Les pitons ne servent plus à rien puisqu'on n'a pas de corde et c'est même pas nécessaire de s'assurer un piton, parce que justement le but du solo intégral c'est de faire ça sans assurance pour gagner du temps et aller le plus vite possible. Alors il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés aussi par ce solo intégral dont vous venez de parler, mais on voit cette expérience comment du côté de la montagne, j'allais dire du côté de l'EMHM, de l'école de haute montagne de Chamonix notamment, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle philosophie de la montagne. Avant on prenait son temps, on s'entraînait, on allait même faire des camps d'entraînement et on allait même poser du ravitaillement sur les endroits prévus où on devait passer. La montagne, c'était la notion de temps qui existait, et maintenant, pour vous, elle a disparu. Non, c'était la notion de temps, mais la notion de passion existe toujours, et que ce soit du côté de l'EHM ou des guides de Chamonix, effectivement, et ça tout le monde est d'accord pour le dire, on comprend qu'il y a une évolution logique qui est indéniable. Avant, effectivement, on partait pour ouvrir des voies. Maintenant, étant donné qu'il n'y a plus de voies à ouvrir, toutes les faces ne sont plus vierges, il n'y a plus d'itinéraire à ouvrir, mais il faut trouver autre chose. Il n'y a plus de montagnes à escalader dans le monde. Il n'y a plus de premières. Si, il y a des premières à faire en Himalaya. Oui. Mais dans les Alpes, donc c'est le massif du Mont Blanc, c'est les Pyrénées. Tout a été gravi. Pratiquement toutes les voies ont été faites. Et il faut trouver quelque chose d'autre qui soit donc motivant, intéressant. Qu'est-ce que c'est? Eh bien actuellement, ce sont des enchaînements logiques, faire 2-3 faces nord à la suite. Et même ces jours-ci, certains grimpeurs sont en train de se mettre au parapente. Et je suis à peu près sûr que ça va un peu révolutionner l'alpinisme d'ici quelques années. Ça permettra d'enchaîner 4-5 faces nord et de les redescendre en parachute. C'est un parachute donc qui se dirige, on décolle depuis la terre, et qui permet de redescendre une face de millimètre en quelques minutes. Au lieu de redescendre à pied comme d'habitude. Voilà, au lieu de perdre donc une dizaine d'heures à redescendre une face. Il y a un spécialiste d'ailleurs avec son fils, je crois, à Chamonix, dans du parapente. Voilà, il y a Jean-Noël Roche qui a fait un film qui s'appelle Pape, c'est une Zébulon, qui est un très beau film, et où on voit lui-même et son fils sauter comme ça d'une montagne, c'est très impressionnant. Et l'entraînement physique pour ce genre de... Pour vous, je crois que, beaucoup de footing. Comme pour tout sportif, l'entraînement il faut faire ça à 100%. Bon, bien sûr, les jours de mauvais temps, c'est un entraînement foncier important, et les jours où il fait beau, il faut grimper, essayer d'être le plus souvent possible en montagne. Je crois que c'est comme pour tous les sportifs, hein, que ce soit l'athlétisme ou le football, il faut en faire, c'est une profession, il faut en faire tous les jours. Vous dites c'est une profession, mais vous êtes totalement amateur. Vous arrivez à vivre de vos expériences? Non, quand je dis c'est une profession, je ne suis pas professionnel au même sens qu'un Hinault ou un Zoutmelk. J'en vis complètement, mais je n'ai personne. Je fais ça complètement tout seul. C'est-à-dire que j'ai pas d'entraîneur qui est là pour m'aider, me montrer ce qu'il faut faire. Et comment vous en vivez? Et j'en vis donc par des sponsors comme Millet qui me permettent de subvenir à mes moyens, parce que je peux pas travailler, enfin j'ai pas le temps de travailler. Je suis quand même, je tiens à passer le guide de haute montagne, et malheureusement actuellement je ne peux pas l'exercer parce que je dois donc me lancer à fond dans cette discipline et m'entraîner et ne faire que ça. Donc je n'ai pas le temps de grimper avec des clients. Et le plus grand exploit pour terminer, d'après vous, celui que vous avez réussi, non pas l'Eiger en 10 heures, mais peut-être l'enchaînement de... Oui, le plus grand, j'ai le projet de faire l'hiver prochain, parce que j'ai envie de me tourner assez rapidement sur l'Himalaya, de refaire cet enchaînement des 3 faces, donc l'Eiger, le Cervin et les Joras, et de le refaire en plein hiver. Mais là encore, je voudrais être clair, ce n'est toujours pas pour battre un record. Pour moi, ça correspond vraiment, je vais encore vivre quelques heures qui vont être superbes et fantastiques. Enchaîner ces 3 faces en hiver, ça va être une expérience unique pour moi. Et le seul moteur dans tout ça, c'est la passion que connaissent tous les alpinistes actuellement. La rapidité, Christophe, c'est pas au détriment de la sécurité? Absolument pas. Le fait d'être rapide,
on ne tient donc plus compte des problèmes météo et oui, c'est donc, vrai. Voilà, on ne peut plus être pris par l'orage puisqu'on va très vite. Je vous dis rien pour le prochain exploit dont vous nous avez parlé, 3 faces dans la même journée. Voilà, l'alpinisme moderne, on en parlait beaucoup du côté de Chamonix, on voulait vous montrer quand même Christophe Profit qui devient maintenant célèbre grâce à ses exploits assez inattendus, il faut le préciser, parce que si on avait parlé à nos pères de faire la face nord de l'Eger en 10 heures, ils nous auraient ri au nez. Merci Christophe, restez avec nous si vous voulez jusqu'à la fin de l'émission. Volleyball, on en parlait tout à l'heure, c'est plus le volley maintenant, c'est le basket. Oui, ça y est, j'avais confondu. Basket avec un sujet que nous a préparé Pierre Toré sur la première journée des matchs retour du championnat de France, en particulier une défaite un peu embêtante du Racing Club de France face à Challans. C'était vendredi soir. Le basketball est un jeu simple dont les règles sont de plus en plus compliquées et qui se pratique d'ordinaire à 5 joueurs répartis de part et d'autre d'une ligne médiane sur le terrain. C'est évident, mais pas toujours patent au Racing Club de France, qui jouait en rouge vendredi soir à Coubertin, pour accueillir Challans, l'intérêt de la rencontre tenant au fait que l'une ou l'autre des deux formations pouvait espérer encore participer à la phase finale du championnat. Par la force des choses, en l'occurrence la faiblesse d'un effectif tout juste nécessaire en quantité et tout juste suffisant en qualité, considéré collectivement bien sûr, on y joue le plus souvent à 3. Encore que l'un des 3, Hardy, le numéro 15, en vaille 2 en temps ordinaire, ce qui porte alors à 4 l'effectif véritablement opérationnel du club parisien. Mais Hardy, relevé vendredi de blessure et ne jouait, selon la formule consacrée, qu'à 50% de ses possibilités. C'est donc à 2,5 contre 5 que le Racing s'est incliné très logiquement par 78 points contre 88 devant Challans, dont le grand homme, une fois encore, fut son plus petit joueur, le numéro 5, Demory. Nouvellement sélectionné en équipe de France pour affronter jeudi la Grèce à Équeurdreville, Demory se montra excellent dans tous les compartiments de son registre, tant en adresse, puisqu'il inscrivit 19 points, que dans son rôle de régulateur et d'inspirateur des actions vendéennes. Cette défaite à domicile assombrit l'avenir des Ciels et Blancs au terme de cette 12e journée qui était aussi la première de la phase retour et au cours de laquelle Limoges, victorieux en Avignon, et Monaco, vainqueur à Orthez, se sont à nouveau mis en évidence. Villeurbanne, impérial face à Caen, conserve la tête du classement, mais rien n'est joué pour les 7 dernières des 12 équipes qui se tiennent en 3 points. En National 1B, Saint-Étienne, qui l'a emporté à Reims, prend la tête, bien que comptant un match en moins devant Mulhouse, qui a chuté à Nantes. Boxe, rubrique Agence nationale pour l'emploi. Je m'explique, Jean-Marie Mébé est le 7e mondial en mi-lourd. Et ce boxeur, ce champion, est au chômage. Ça peut paraître surprenant alors que Mébé a le talent, a tous les atouts pour être champion de France, champion d'Europe, voire champion du monde. Alors, messieurs les organisateurs, je me tourne vers vous, d'autant et à double titre, puisque je viens d'avoir Richard Karamanolis au téléphone, c'est l'actuel champion de France, et Karamanolis, informé du défi que lui lance Jean-Marie Mébé dans notre reportage, m'a dit, moi je suis prêt à relever ce défi dans 2 mois si Mébé le souhaite, et donc je me tourne à mon tour vers les organisateurs. Alors, Mébé Karamanolis, ce serait un bien joli combat, et si TF1 a pu contribuer à trouver du boulot à Mébé, tant mieux. Alors, maintenant, pour l'heure, je vous propose de suivre Jean-Marie Mébé, le lion du cirque Boxing Circus, qui fait des bonds de 12 mètres, mais comme le ring n'en fait que 6, il sautera 2 fois. I'm a champ. I want to be champ, man. I'm ready to be champ. Je suis prêt à devenir champion du monde. Ça, je le fais. Angulo. Karamanolis, c'est sur le ring. C'est pas sur les papiers, on attend. Mébé vous attend. Je suis prêt. Des bleus à l'âme, mais le sac bourré de coups de poing, fin 80, Jean-Marie Mébé quitte l'Afrique pour la gloire, destination Paris. Quand l'occasion de boxer lui est offerte, sur le ring il fait le ménage. Puis ses combats sont de plus en plus rares. Les adversaires semblent le fuir et les organisateurs tiennent rarement leurs promesses. Fin 83, il épouse une Française, change de nationalité et part s'aguerrir aux USA, où il croise les gants avec les plus grands, Hagler, Cooney. Aujourd'hui, pourtant 7e mondial, Mébé pointe au chômage de la castagne. C'est une vraie bête sur un ring. Et je plains celui qui sera devant. On a la chance d'avoir un homme de spectacle. Jean-Marie, c'est un boxeur, puis en plus il donne du spectacle parce que c'est un beau boxeur. Alors il faut le faire boxer, qu'est-ce qu'on attend? Vous estimez qu'aujourd'hui on a peur des Mébé? Enfin, oui, même en Europe.
Ça, même les Américains, ça se défie pas. Pourquoi Michael Spence, qui était champion, n'a pas voulu prendre MB depuis, qui est classé depuis 1979, dans les corps moyens, dans les 1000 lois actuellement. Pourquoi il n'a pas pris MB? J'étais là pourtant, je l'attendais. Depuis les Jeux Olympiques de Montréal, quand on devait boxer ensemble. Il a pris récemment le 10e mondial. Ok, MB était. Pourquoi on ne m'a pas donné ma chance? Je veux qu'on me le donne cette année. Et je suis prêt à devenir champion. Je suis prêt à devenir champion du monde. Ça, je le sais. Emebe Noah, accord parfait des foulées et même passion pour les chansons du Camerounais Émile Kangué. Emebe est classé 7e mi-lourd WBA, 8e WBC. Vas-y, donne-lui. 29 ans, 25 combats, 24 victoires, une défaite aux États-Unis face à Maurice Sutherland, ex-champion du monde des super moyens. C'est pourtant aux États-Unis qu'il a progressé et appris à se comporter devant une caméra, à faire un show, méthode Ali. Tu vois vainqueur parfois, ok, tu vois Michael Spence. Pourquoi t'es amusé? Il s'est naturalisé parce qu'il pensait justement pouvoir continuer sa carrière ici, pouvoir travailler ici, quoi, faire son métier. Alors maintenant qu'il est dans les meilleurs, il n'a plus de combat parce qu'on dit qu'il est trop cher, parce qu'il n'a pas de public. Or, pas de public, c'est pareil, le public il va pas venir le voir dans ses salles d'entraînement, il boxe pas, on lui donne pas de combat. Et quand il y a des gars, ils se débinent. On dit qu'il fait trop mal. Bah, je pense que c'est plutôt bien pour un boxeur de faire mal. Enfin, en Amérique, moi je sais pas, moi je suis bien la boxe. Un bon boxeur, c'est un mec qui fait mal. Alors je comprends pas très bien. Eh bien, si Jean-Marie est levé ce soir, John Davis, qui est classé 4e mondial, il aura d'abord il sera classé, ensuite il aura automatiquement la place de challenger pour disputer le titre mondial contre Michael Spence. Et Jean-Marie Élevé qui soulève le bras de la victoire. Des victoires qui pourtant disent non. Je préfère parler avec mes coups de poing parce que le boxeur qui parle de trop, son coup de poing risque de ne même pas faire effet sur le ring. Un mi-lourd qui fond devant Stéphanie, 3 kilos de chair tendre. Arrêt buffet chez Mamapo. Poisson, manioc et plaisanterie en pidgin. Il y en a un quand même dont vous avez peur, c'est celui-là. Ah ouais, celui-là j'ai peur de lui. Ouais. Ah ouais, lui, il est fort. Lui, il peut me battre parce que vraiment, il a des coups de poing imparables en tout cas. Hippisme. Cet après-midi sur l'hippodrome d'Auteuil, des vedettes, rien que des vedettes. Côté tribune, par exemple, il y avait Guy Lux entouré de tout le showbiz ou d'une grande partie du showbiz. Et puis à quelques tables, tout cela se passait au restaurant, il y avait également Francis Borrelli et le PSG. Alors une question se pose, je ne sais pas si Joël Batz a plus de difficulté à arrêter un pénalty que de trouver le tiercé dans l'ordre, mais avec un conseiller hippique tel Luis Fernandez, la chose reste possible. Également, il y avait quand même d'autres vedettes, mais cela, ça se passait côté piste. Ces vedettes étaient surtout des steeplechasers. On a beaucoup couru sur le steeple, c'est-à-dire les gros obstacles cet après-midi à Auteuil. Premier, il s'agit du prix Maurice Gillois qui s'adresse aux 4 ans. Oh, c'est un parcours très très difficile et très long, 4400 mètres. Il y a 18 obstacles et le terrain est lourd. Nous allons nous intéresser, nous serons bientôt, nous brûlons les étapes, nous serons bientôt à la rivière du 8, nous allons nous intéresser à Akounel. Akounel dont le jockey est vêtu d'une casaque jaune et rouge. Vous le voyez actuellement, il est en tête. On saute donc le 8. Il est accompagné de Boulder Buff, Uncle Tobol, Tripolo et Muette. Voilà, c'est passé. Après la rivière du 8, eh bien, tout naturellement, la rivière des tribunes, toujours notre ami Akounel avec Monte Jarvis, Tobol et Muette. Et ensuite, nous nous dirigeons vers une grosse, sérieuse difficulté du parcours, le gros open ditch que voici où Fairy Tail va tomber. Toujours Tobol, Akounel, Tripolo et Muette. Ensuite, au mur, eh bien, le pauvre Akounel, qui paraît déjà un peu en difficulté, va tomber. Nous arrivons sur le mur en pierre. Ce n'est pas un obstacle facile. La preuve, le cheval a fait panache. Et nous sommes maintenant dans la phase finale. Il n'y a plus, me direz-vous, que 2 concurrents en piste, Muette et Tripolo. Eh bien, c'est une erreur. Après 4400 mètres de course, ils seront 4 et il y aura la photo. Voyez les 2 autres lascars surgir, Moscadet, Lamberti, très vite et Mister C. Finalement, premier Tripolo, deuxième Mister C, troisième Moscadet, Lamberti et quatrième Muette.
Après quoi, nous passons au tiercé, et Jean-Michel Lelio m'a dit que ce tiercé était parti en retard. À peine un quart d'heure, mon cher Jean-Michel. Il y avait une grosse faute à l'Open Ditch, il faut la voir, c'est celle de Ravishment. Peut-être cela va-t-il lui coûter la course, encore que Bonpotier, qui s'est détaché, aurait été, je pense, difficile à battre. Nous voyons donc Bonpotier qui passe en tête, suivi par Franqueville, Ravishment qui se rapproche, et puis il va se passer une chose, Oanic aussi, il va se passer une chose très très bizarre. Voici Bonpotier qui saute en tête la dernière heure, et regardez, Oanic, qui est actuellement deuxième, va tomber après une faute. Regardez, et voici, chute de Oanic sur le plat, c'est extrêmement rare. Donc premier le 12, Bonpotier, deuxième le Lars Ravishment, et troisième le 4 Franqueville. Pour mémoire, citons le quatrième, pas payé, c'est-à-dire Overdose AC. Il y avait donc un tiercé sur cette course, qui nous vaut les rapports suivants, 12 As 4 dans l'ordre 2127, dans le désordre, comme nous disons, 349 francs 50. Pour se refaire, nous disposions de paris couplés qui vont apparaître les voici. Le 12 est l'As, 40,70 pour la gagne et 13,60 pour la place. Le 12 et le 4, 21,60. L'As et le 4, 10 francs 10. Les brèves images à présent avec tout d'abord la victoire d'Ivan Lendl aujourd'hui au tournoi de Wembley. Lendl qui a dominé en finale Boris Becker alors que Forger et Jarid ont remporté celle du double. Une victoire plus difficile que prévu pour Lendl. Lendl, l'homme à la raquette de diamant. Imposé devant Boris Becker, une victoire en 5-7, dont un au tie-break. Ces passings meurtriers ont fait souffrir le jeune